Et donc, pour clore cette séance de pitch, la responsabilité va incomber à Pauline Quinoneros de nous emporter. Et je te laisse la parole, Pauline. Merci. Bonjour, je suis Pauline et je vais vous présenter donc mon projet Que le diable m'emporte. Ah voilà. Que le diable m'emporte, c'est l'histoire de Robin, une routière lesbienne de 35 ans qui sillonne les routes à bord de son poids lourd depuis plusieurs années déjà. Robin, elle va de ville en ville, elle fréquente les bars queer, mais elle est toujours de passage, toujours sur le départ. Elle vit des histoires, mais c'est des histoires fugaces qui ne s'approfondissent vraiment jamais. C'est un peu une nomade, elle vit dans son camion, elle est tout le temps en mouvement et elle est impossible à attraper. Mais un soir, il y a un appel qui va interrompre sa fuite en avant. C'est un appel de sa mère, à qui elle n'a pas parlé depuis plusieurs années déjà, avec qui elle a des relations compliquées depuis son coming out, et qui lui annonce qu'elle et son père ont dû évacuer en fait, le quartier où elle a grandi, suite à une tempête exceptionnelle. Et elle lui annonce surtout qu'ils ont malheureusement dû laisser derrière eux Jody, le chien de la famille, le chien de toute son adolescence, parce qu'il était porté disparu au moment de leur départ. Donc là, pour Robin, c'est un peu bouleversant, et elle décide, alors qu'elle n'est jamais revenue dans cet endroit qu'elle a quitté comme une tornade sans se retourner, d'y aller à nouveau pour essayer de retrouver son chien avant qu'il ne soit trop tard. Malgré la peur, malgré l'angoisse, et malgré surtout une nouvelle potentielle tempête qui pourrait menacer. Quand elle arrive dans cet endroit, Robin, elle redécouvre un quartier qu'elle connaît bien, un quartier pavillonnaire avec des maisons et des jardins propres qui s'alignent les uns après les autres. Mais elle découvre surtout une atmosphère assez étrange. Il y a comme un goût de fin du monde, c'est déserté, il n'y a plus personne. L'endroit est accidenté aussi par la tempête qui est passée et qui plane toujours au-dessus des lieux. Et en fait, Robin, dans cet endroit et dans sa recherche de son chien, elle va aussi voir réapparaître comme des fantômes, des présences surnaturelles qui rôdent autour d'elle, dans les rues, dans l'école, au gymnase et un peu partout. Mais elle va surtout faire une rencontre dans cet endroit, la rencontre de Mildred, qui est la dernière personne à être restée, la seule en fait. Mildred, c'est quelqu'un d'assez robuste, qui est attaché à sa terre et qui est arboriste, qui travaille dans une serre qui la protège du reste du monde, qui est comme une cage de verre pour ne pas affronter les autres depuis la mort de sa femme. Et Mildred, elle va bousculer Robin parce que contrairement à elle, plusieurs années auparavant, elle a fait le choix de rester dans cet endroit alors qu'il est menacé et en danger. Ensemble, elles vont s'allier et elles vont partir à la recherche de Jody, avec la chienne de Mildred aussi, Abby. Et elles vont sillonner ses traces pour essayer de retrouver ce chien et aller dans le quartier, dans les rues, dans les maisons, dans les jardins, absolument avant qu'il ne soit trop tard. Mais peu à peu, alors que l'étau se resserre autour de la recherche de Jody et qu'une nouvelle tempête approche de plus en plus, il y a un désir ardent qui va grandir entre Robin et Mildred. Et le regard franc de Mildred sur Robin va l'emmener dans un trajet beaucoup plus intime et beaucoup plus charnel. Un trajet où elle va pouvoir apprendre à vivre sa sensualité, son amour, et à pouvoir faire corps aussi avec son histoire. Cette histoire, elle est importante pour moi parce que j'ai grandi dans les années 2000, dans un endroit assez conservateur et catholique, et qu'à cette époque et à cet endroit, comme à plein d'autres encore aujourd'hui, les lesbiennes n'existaient pas. Donc sans représentation, j'ai mis du temps à me construire, et quand j'ai enfin réussi à partir de cet endroit et à comprendre qui j'étais, je pensais que, comme dans les représentations, dans les films, le coming out, c'était en noir ou blanc. Soit on est dans le placard et on est transi de honte, soit on en sort et entre les deux, la honte disparaît. Mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et j'ai compris qu'il allait falloir du temps pour comprendre, pour me débarrasser de cet héritage de tabou, et aussi pour affronter d'où je venais, pour comprendre qui je pouvais devenir. Ce film, donc, ce projet, il parle de ce fardeau de la honte et de cette temporalité paradoxale. Robin, c'est un personnage en fuite, un personnage déraciné, qui a quitté un monde qui lui était hostile pour rejoindre un univers d'infréquentable où elle peut conduire un poids lourd et être vraiment qui elle est. Mais même si elle n'est pas vraiment refoulée, elle continue à se limiter, à beaucoup lutter contre elle-même et à se limiter dans ce qu'elle est. Parce qu'au fond, ce dont elle a peur, c'est de desserrer la bride et de se rendre compte que ce qu'elle est, c'est monstrueux. Et donc la question qui va la hanter tout au long de cette histoire, c'est de savoir comment aimer et être aimé, et comment désirer et être désiré quand on a été si longtemps déraciné de l'intime et de sa propre identité. Pour accompagner cette présentation, j'aimerais vous montrer une bande-annonce qui est une sorte de bande-annonce fantasmée du film que j'ai fait à partir de références cinématographiques et qui pose bien, je trouve, l'atmosphère ténue que j'aimerais dans le film, qui est comme un thriller psychologique qui emprunte au code du genre.
Voilà, donc je vous propose de la regarder. Et je voudrais juste ajouter que je suis aussi productrice. Et en fait, c'est ma société de production Too Many Cowboys qui accompagne le projet. C'est mon associé Emma Semeria qui le soutient. Et à ce moment-là du parcours, on est plutôt à la recherche de coproduction, de diffuseurs et de toute personne qui pourrait nous aider dans la suite du développement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi, ce qui m'interpelle tout de suite avec notamment cette bande-annonce très intéressante qui permet encore plus de comprendre l'univers, on est quand même sur aussi des codes très américains. Il y a un univers vraiment des lieux aussi esselés, des très grandes avenues. Donc par exemple, en France, où comptez-vous tourner ce film? Et si on est bien d'accord qu'il y aura cette esthétique ciné indé américain? Oui, c'est complètement une référence, enfin en tout cas c'est une vraie volonté et l'idée c'est de trouver des endroits en France justement qui peuvent arriver à retranscrire, comme vous dites, ces grandes avenues et ces pavillons comme ça, comme on voit dans la bande-annonce. J'ai repéré un endroit dans les Landes, mais je suis pas fermée à d'autres endroits. En fait, j'aimerais bien que le film soit comme dans une géographie un peu imaginaire, enfin qu'on sache pas vraiment où on est. L'idée c'est pas de l'ancrer dans un territoire particulier, c'est vraiment de faire une sorte de bulle où on puisse se projeter sans savoir où on est, à quelle époque, etc. Donc ça peut se passer n'importe où pourvu que ça corresponde à cet imaginaire du quartier que j'ai, qui est un peu le seul endroit du film en plus. Donc voilà. En fait, je ne crois pas avoir compris quelle est la fin du film, c'est-à-dire sur quoi se clôt le film. Alors c'est normal parce que je ne l'ai pas dit, mais je peux. En fait, le film progresse de plus en plus au fur et à mesure de la recherche du chien. Et Robin finit par découvrir que son chien est mort et le retrouver mort dans la maison des voisins de ses parents, qui était en fait la maison de sa meilleure amie d'enfance. Donc ça, c'est tout un pan de l'histoire aussi qui existe dans le film, mais dont je n'ai pas forcément parlé là. Et en fait, donc elle retrouve son chien mort, elle décide de l'enterrer. Il y a quelque chose un peu pour elle de... Elle sacrifie son passé en quelque sorte en enterrant son chien et en faisant ce travail-là. Puis après, il y a la tempête qui arrive. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elle se rapproche de Mildred et que leur relation devient une relation concrète et charnelle. Donc c'est vraiment toute cette fin du film. Et voilà, c'est à peu près tout. Et comment vous allez traiter le côté un peu fantastique ou surnaturel et comment ça marche l'éruption du surnaturel dans l'histoire, justement?
Alors ça apparaît à plusieurs moments du film. En fait, c'est comme des ombres qui apparaissent derrière Robin, qui au début sont très floues, qu'on distingue à peine, qu'on devine comme être des personnes derrière elle, mais avec cet aspect très fantomatique, et qui peu à peu vont se préciser et vont prendre des visages. Et en fait, c'est tous les gens de son quartier qui sont plus là, mais qui continuent à la hanter. Donc ça va prendre cette forme-là, et après elle aura comme des moments aussi un peu hallucinatoires, où j'aime beaucoup jouer dans mes films avec les surimpressions, des choses un petit peu plus plastiques, qui donnent vraiment à sentir le tournis émotionnel du personnage, et donc va aussi y avoir ça dans le film. Donc c'est à la fois ces apparitions, et à la fois ce traitement dans le film de l'état émotionnel du personnage, et une ambiance qui devra couvrir tout le film, et vraiment souligner une atmosphère tout le temps un petit peu d'inquiétante étrangeté, quoi. Si je comprends bien, donc la majorité du film va se dérouler dans un quartier. Mais quelle place vous allez donner au mouvement, puisque vous avez commencé par dire donc qu'elle conduisait des camions. Est-ce que vous avez ces premières images en tête de elle en mouvement dans un camion ? Oui, au tout début, en fait, elle est dans un bar, et puis ensuite, elle rejoint son camion, et on suit un peu sa trajectoire, puis ensuite, elle vient jusqu'au quartier avec son camion. Donc, il y aura ce mouvement-là, mais le film se concentre essentiellement, en effet, sur cette bulle, justement, qui contraste avec ça, dans le quartier, où elle est, pour le coup, là, isolée, immobilisée dans cet endroit-là. Et après, le mouvement, c'est aussi quelque chose que j'aimerais travailler beaucoup dans la mise en scène, en fait. J'imagine vraiment une bonne partie du film en steadicam, pour vraiment accompagner le personnage et être toujours dans une... pas tellement coupé ces déambulations. Il y a une errance un petit peu aussi dans ce quartier-là, donc je l'imagine aussi de cette manière-là. Je crois qu'on a déjà une autre question. Oui, oui, bonjour. Je voudrais savoir quelle est la place de la bande de son et de la musique. J'aimerais qu'elle soit vraiment importante. En fait, j'aimerais bien arriver à avoir, c'est un peu un rêve, on va dire, onéreux pour un court-métrage, mais j'aimerais beaucoup avoir une bande-son symphonique avec vraiment... qu'elle vienne souligner tout l'aspect thriller psychologique du film, justement, et créer la tension aussi, parce que c'est pas seulement un film intimiste, il y a aussi un côté intrigue, un côté haletant dans le film que j'aimerais bien avoir avec cette musique-là. Et je veux pas qu'elle prenne le dessus non plus, mais il y aura pas de musique intradiégétique, en tout cas je crois pas, mais il y aura vraiment cette musique-là qui viendra accompagner les émotions du personnage, un peu comme dans Blue Jean de Georgia Oakley, qui est sorti récemment. Sur le côté onirique, la bande-son peut prendre aussi un espace. Oui, le travail sur le son aussi, ouais. Le bruitage, le sound design, ouais, bien sûr. Sur les respirations, des choses assez... ouais, complètement. Privilège de passer en dernier, on peut rester autant qu'on veut. Super. Non, du coup, peut-être pour conclure, peut-être quelques mots sur ce titre, assez plein d'énergie. Oui, ce titre, je le trouve intéressant parce que... Enfin, en tout cas, je le trouve intéressant. C'est le titre d'un livre, à la base, pour tout dire, qui parle d'une jeune femme de 16 ans qui est enfermée dans une maison dans les années 1800 et qui rêve que le diable vienne la chercher parce qu'elle a des désirs et des envies qui correspondent pas à l'endroit terne et austère dans lequel elle vit. Donc c'est ça qui m'a inspirée en premier, mais c'est pour moi un titre aussi qui parle de déchaînement quelque part. Robin, elle se laisse aller et elle laisse le diable qui est en elle, enfin ce qu'on lui a dit qui était diabolique en elle, l'emporter finalement. Et c'est un peu un pacte qu'elle fait avec elle-même de décider d'être qui elle est envers et contre tout, quoi. Je crois que c'est parfait pour conclure cette séance de pitch. Merci beaucoup, Pauline. Et merci à vous d'avoir séché les cours pour rester avec nous. Vous pouvez rencontrer nos porteurs de projets juste après si vous avez d'autres questions ou des propositions à leur faire. Et je vais laisser Maggie clôturer la session. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. On peut remercier Marlène et Hakim aussi pour leur travail. Et avant qu'on se quitte pour aller déjeuner ensemble, il y a un buffet qui nous attend en bas. J'aurais voulu que le jury me rejoigne. Alors, j'appelle Justine Lévesque qui représente Sophie Dulac qui n'a pas pu être là. Donc Justine Lévesque qui est directrice artistique du Champs-Élysées Film Festival. J'appelle Marie Masmonteil, productrice et corésienne d'ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Au contraire. J'appelle Anne Luto, déléguée générale du GREC, Corinne Bopp, qui est programmatrice,
Et également, bon, c'était pas encore vu, voilà, Guillaume, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là? Voilà, Guillaume Keillard, qui est directeur général et artistique du Festival de films francophones. Tu vas te présenter toi-même, d'ailleurs. Alors, je vais vous demander de venir là. Et je vais demander aussi à Damien Cortadi, puisque tu es un jury à toi tout seul, de bien vouloir nous rejoindre. Et j'aimerais que peut-être vous disiez un petit mot de ce que vous venez de vivre et de vous représenter. Damien, je te demande de te présenter un peu plus précisément parce qu'on ne se connaît pas encore bien. Alors, je suis directeur général et artistique du Festival de films francophones Cinémania à Montréal, au Québec, qui va célébrer sa 30e édition du 6 au 17 novembre. Voilà. Alors bonjour, je suis Justine Lévesque, je suis la directrice artistique de Champs-Élysées Film Festival, qui est un festival de cinéma indépendant français-américain, dont la 13e édition se tiendra cette année du 18 au 25 juin, donc à Paris. Donc je suis au jury Label Jeune Création. Et pour ce qui est du jury pitch, dont je faisais partie l'année dernière, là, je représente Sophie Dulac, qui est la présidente et fondatrice du festival, mais qui a été retenue à Paris et qui vous salue. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je suis la régionale de l'étape, puisque je suis corrézienne, mais je suis partie quand même assez tôt pour la capitale. Et je suis productrice, Elsevier Film. On a produit, je ne sais plus, mais je crois 32 longs métrages, un peu plus peut-être. Et on produit aussi des films pour la télévision, des séries. J'ai 2 longs métrages qui sont sortis l'année dernière, qui s'appellent... alors, vu tout ce qu'on vient de voir, il y en a un qui est assez programmatique, qui s'appelle Avant l'effondrement, dont la fille de Maggie, sur laquelle la fille de Maggie a travaillé comme chef déco, et l'autre qui s'appelle Sur la branche. Pareil, c'est pas très optimiste. Et on vient de sortir un film un documentaire qui s'appelle La ferme des Bertrands, qui est le genre de film qui vous remonte le moral parce qu'il a super marché. Voilà. Parce que tout ne marche pas à la même aune, en fait, il faut bien le dire. Bonjour, je suis Anne Luto, je suis déléguée générale du GREC. Le GREC, c'est le groupe de recherche et d'essais cinématographiques qui produit les premiers courts-métrages depuis plus de 50 ans maintenant, soutenu par le CNC. Et on accompagne des jeunes réalisatrices et réalisateurs à faire leur premier film. On les aide en leur donnant les moyens de le faire et en les accompagnant du scénario jusqu'à la diffusion. On les aide à la fois sur scénario, sur rush, selon les projets. Voilà, il y a plus de 1300 films qui ont été faits au GREC depuis qu'il existe. On en produit une quinzaine par an. Et on essaye de permettre aux réalisatrices et aux réalisateurs d'aller à l'endroit où ils ont envie d'aller en faisant leur premier film et en les accompagnant au mieux pour ça. Juste dire qu'il y a un film ici du GREC qui est en compétition, qui s'appelle Pétard, qui a déjà eu deux projections, voilà, qui était un très beau film. Bonjour, donc je m'appelle Corinne Bopp et je travaille pour Périphérie, qui est une association du 93 qui promeut le cinéma documentaire dans le 93 depuis longtemps. C'est l'anniversaire de 40 ans cette année, voilà, qui ne nous rajeunit pas, et qui donc mène différentes actions. D'une part, une très riche action d'éducation à l'image, y compris vers en fait, les adultes grâce aux observatoires documentaires, qui consistent à s'installer dans un lieu de travail et à permettre, grâce aux documentaires, aux personnes d'approcher d'abord qu'est-ce qu'est le cinéma documentaire, puis ensuite de faire un film pour réfléchir à leur propre travail. Ça, c'est l'idée des observatoires documentaires, et sinon des dispositifs plus classique d'éducation à l'image. Il y a une branche de patrimoine, de travail sur le riche patrimoine audiovisuel de la Seine-Saint-Denis. Il y a une action d'aide à la création qui est d'accueillir les équipes en montage, ça s'appelle Cinéaste en résidence. Et puis celle de diffusion dont je m'occupe moi. Donc c'est un festival qui s'appelle Les Rencontres du cinéma documentaire et qui a lieu au Cinéma Le Méliès de Montreuil, de grande renommée, Cinéma Ami, voilà, et qui aura lieu cette année du 27 novembre au 3 décembre.
Voilà, donc ça c'est la partie périphérie. Puis sinon, j'enseigne principalement le documentaire, voilà, à Paris-Cité, ça a changé de nom plein de fois, maintenant ça s'appelle Paris-Cité, Paris-Libre ou Paris 7, et à l'ESSEC, qui est une école privée qui a un département documentaire, ce qui est totalement unique. Merci Corinne. Oui. Bonjour, je me présente donc Damien Cortadi, je suis responsable de la production TV7 Bordeaux. Nous sommes une chaîne régionale. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que du coup, grâce au contrat d'objectifs et de moyens avec la région Nouvelle-Aquitaine, on accompagne des projets tout au long de l'année. On a des appels à projets pour du préachat de documentaires, on fait également du préachat de courts-métrages de fiction et d'animation. Et là, du coup, l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir aussi accompagner directement les auteurs avec des bourses d'écriture. Et donc là, l'idée de notre présence, c'est de pouvoir accompagner un des projets avec une bourse d'écriture. Voilà. Moi, je n'ai pas trop expliqué pourquoi j'étais là, donc j'en profite. Cinémania, donc, c'est un festival qui existe depuis 30 ans. Chaque année, on met à l'honneur un pays de la francophonie. Cette année, ça sera la France, et on a décidé à cette occasion d'ouvrir des sections compétitives un peu plus poussées sur le court et le moyen métrage. Donc, on a lancé un appel à projet, et je vous invite à consulter les informations sur le festival Cinémania, puisque on va financer une délégation de représentants français, françaises. Et donc voilà, pour ceux qui ont envie d'aller à Montréal au mois de novembre. Sous la neige. Et c'est vraiment un super festival. Merci. Je voulais aussi remercier, donc merci au jury qui va d'ailleurs maintenant œuvrer, travailler. Vous avez le droit de manger avant, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite. Hein. Je voudrais remercier la région Nouvelle-Aquitaine qui est dans la salle. Je sais que Pierre est là, voilà, Pierre Da Silva, qui nous accompagne dans cette aventure. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, Pierre. Pierre ne veut pas parler, donc je ne voudrais pas l'obliger. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est Pierre qui nous soutient sur ces pitchs. Et voilà, donc c'est très important pour nous. Et je voudrais également saluer, dans la salle, il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle les films volants, qui vous ont écouté attentivement parce qu'ils sont très intéressés pour accompagner aussi notre travail. Donc je vous salue, merci d'être là. Et puis dernier, alors j'oublie sans doute beaucoup de gens, mais je voudrais faire un dernier clin d'œil à notre président de jury, Thomas Chabrol, qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être là aujourd'hui, ce matin. Merci Thomas. Voilà. Eh bien, bon appétit.